Bonsoir à vous toutes et vous tous. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour notre webinaire sur le doute, ennemi ou allié. Avant, je vais vous présenter le comité coaching et sport qui vous propose ce webinaire. Nous sommes 7 coachs professionnels certifiés ICF, anciens sportifs de haut niveau, entraîneurs, préparateurs mentaux, dans les sports tels que le volley, l'aviron, le rugby, le ski, la voile, le triathlon, le golf, le karaté et bien d'autres. Notre objectif est d'être un véritable partenaire avec le monde du sport. Nous proposons des webinaires tous les 3 mois, dont le dernier, c'est le coaching professionnel. Est-ce que c'est le véritable allié de votre performance sportive? Dans le lien que nous allons le mettre dans votre chat tout à l'heure. Et puis, si Sébastien, tu veux bien nous faire défiler le PowerPoint. Donc voilà, donc moi-même, je coordonne le comité sport depuis 2018. Donc au fur et à mesure, j'ai pu emmener des gens avec nous. Et ce soir, moi, je suis juste votre présentatrice du début et présentatrice de la fin. Et je suis aussi entraîneur de karaté et préparatrice mentale aussi au service de la performance. Donc, après, nous avons Sébastien qui va être l'animateur avec Gérard par la suite. Donc, Seb, il est bien sûr dans notre comité. Il est certifié Action Time, comme vous pouvez voir. Il est très actif aussi au niveau sportif, au niveau coach bientôt INSEP, non? Peut-être je me trompe, mais ça ne va pas tarder. Oui. Et il est préparateur mental aussi, et il vous dira un peu plus peut-être son activité. Après, nous avons Gérard qui va aussi animer le webinaire de ce soir, qui aussi Action Type, qui est certifié ICF, et il fait beaucoup de la new harmonisation et la gestion des émotions et du stress. Et puis, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Cyril Liosa. Je vais le laisser se présenter. Et Enzo, je préfère pas dire le nom de famille pour l'écorcher. Donc, messieurs, qui veut se présenter en premier? Allez. Cyril. Allez, c'est parti. Donc, moi, je me présente. Je suis Cyril Liosa. Je suis aujourd'hui directeur sportif d'une équipe de rugby féminin qui évolue en Élite 2. J'ai été entraîneur, je suis un ancien cadre technique de la Fédération française de rugby et je me suis réorienté vers un projet club. Je suis aussi formateur sur les BPGEPS et j'interviens à l'Université de Rouen sur les licences STAPS. Voilà un petit peu le parcours et où j'en suis aujourd'hui. Merci Cyril. Merci Cyril. Enzo. Bonjour à tous, Enzo Leodis. Je suis footballeur professionnel à Las Palmas en Segunda en Espagne. Ouais, ça fait 4 ans que je suis professionnel. J'ai intégré le circuit un peu, on va dire, académique et football pro mes 14 ans à Dijon. Et puis voilà, c'est ma 2e année en Espagne à Las Palmas. Donc, voilà. Merci Enzo. Donc, en fait, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, puisqu'aujourd'hui, effectivement, ce qu'on vous propose, en fait, on a voulu vraiment axer cette soirée, ce webinaire sur le doute. En fait, de voir comment le doute peut être perçu parfois à la fois comme un ennemi, mais aussi comment on peut l'intégrer comme un allié. Ça revient en arrière, pardon. Surtout de savoir un peu, de comprendre les leviers que l'on peut avoir pour le gérer, en fait, ce doute, puisque le doute, il est là en permanence. Hein. C'est un peu comme le stress, il est présent, on doit en avoir conscience et essayer de le maîtriser au mieux. Parfois, le doute nous oppresse, nous stigmatise, et finalement, comment on peut en tirer parti et le transformer en force. Et on a eu à cœur aujourd'hui justement d'organiser ce webinaire en intégrant effectivement un directeur sportif, aussi entraîneur, un athlète de niveau et justement à la fois notre comité et puis notre qualité de tous en tant que coach professionnel pour justement avoir ce regard croisé sur les différentes expériences, expertises et comment on peut travailler dans un écosystème autour de ce doute. Alors, tout au long de ce webinaire, on va vous solliciter, vous les participants, au travers de la chatbox. En fait, on va vous poser les mêmes questions qu'on va poser à nos invités, à Cyril et à Enzo. Et l'idée, c'est que vous puissiez nous partager aussi, au travers des questions,
justement le doute, qu'est-ce que ça vous provoque, quelles ont été les situations pour vous qui vous ont mis en doute? Est-ce qu'à un moment donné, vous avez pu les accepter? Est-ce qu'à un moment donné, vous avez été submergé par vos émotions par rapport à ce doute? Donc, en fait, on va vous solliciter tout au long de ce webinaire et vous pouvez répondre et n'hésitez pas à répondre sur la chat box. Je ne sais pas si matériellement on aura le temps de partager les expériences, vos expériences, mais ceci étant, post-webinaire, on essaiera de faire une compilation et qu'on pourra vous partager. Il y aura aussi le replay que vous pourrez voir en fait par la suite post-webinaire. Voilà. Alors, moi j'ai une première question justement à vous poser, vous participants. Vous pourrez répondre dans la chat box et que je vais poser aussi à Cyril. Justement, à quel moment vous avez douté? Est-ce que vous avez un souvenir particulier, un exemple, un moment particulier de doute qui vous a marqué? Alors, ça peut être dans votre vie sportive, mais c'est aussi dans votre vie personnelle, professionnelle, de savoir quels ont été ces moments de doute. Et du coup, Cyril, je te pose la question. Est-ce que tu peux nous partager un peu ton expérience? Oui, donc moi, c'était au tout début de ma carrière d'entraîneur. J'étais encore entraîneur-joueur et je venais de passer à l'époque, c'était un vieux diplôme, c'est le BE1. Donc, je venais d'obtenir mon BE1 avec du coup, pour moi, un savoir nouveau, des connaissances que je voulais absolument appliquer à l'équipe où j'entraînais. Donc, j'étais dans une équipe qui descendait de National 3, donc plutôt favori sur le niveau régional. Bonne préparation l'été, déterminé, plein de convictions et peut-être même plutôt des certitudes, ce qui était une erreur. Et 4 matchs, 3 défaites. Voilà, 4 matchs, 3 défaites. D'un seul coup, tout s'effondre parce qu'en plus, pas suffisamment d'expérience et de recul pour pouvoir rebondir et m'appuyer sur un passé. Et je suis allé chercher des ressources extérieures en sollicitant des collègues parce que je ne comprenais pas du tout ce qui m'arrivait. Et ça faisait que chaque situation devenait moins limpide. Chaque situation amenait plus de questions que de réponses. Les compositions devenaient compliquées. L'échange avec les joueurs était hésitant. Alors qu'au départ, ce n'était pas du tout le cas. Et je suis vraiment passé en un mois d'un statut déterminé à un statut où j'étais plus en capacité de prendre les décisions de manière immédiate. Donc, je suis juste allé rechercher cette ressource extérieure et j'avais commis l'énorme erreur de vouloir transmettre un savoir comme si j'entraînais le Stade Toulousain, comme si j'entraînais le haut niveau, sans prendre en compte mon contexte et ma réalité de groupe, ma réalité de mon quotidien. Et une fois que j'ai juste remis les choses en adéquation entre le contenu et le groupe, tout est revenu un petit peu à la normale. Mais ça a été une période compliquée d'entrer dans mon expérience d'entraîneur. D'accord. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui t'a marqué en fait dans ton début de carrière et qui a fait que tu t'en es servi finalement. Ça m'a façonné parce que du coup, à partir de là, je me suis dit que je ne voulais plus jamais revivre cette situation et que chasser le doute me semble toujours impossible, mais c'était de l'apprivoiser et de trouver les outils, les moyens d'apprivoiser ce doute parce que vraiment, ça a eu un vrai impact au départ, moi, sur mon lancement et la relation avec les joueurs. D'accord. Parfait. Super. Merci pour ton retour d'expérience. Alors, effectivement, aujourd'hui, on rejoint la même chose. Vous voyez, un des chiffres qui est marquant, c'est que 70% des personnes qui ont douté au moins une fois dans leur vie. Et ça, le doute n'échappe à personne. Alors après, il y a différents symptômes. Vous découvrez un peu le syndrome de l'imposteur. Et en fait, au final, pourquoi on doute? En fait, pourquoi doutons-nous à notre niveau? Est-ce que ce sentiment, finalement, il est finalement ancré en nous? Est-ce que réellement, si ce doute n'est pas excessif, est-ce que le doute, il est loin finalement d'être néfaste? Et finalement, il est au centre de nos décisions. Il est au centre de la majorité de nos décisions. Et cette incertitude, on l'appelle souvent aussi, le doute, on le considère aussi comme l'incertitude, il porte sur en fait une réalité, une vérité, un choix en fait. Et souvent, il aboutit à une indécision et une irrésolution qui parfois, voire même une absence de volonté. Et on arrive parfois qu'on ait une sorte de paralysie face à ce doute. Et finalement, qu'on ait un besoin répétitif justement de vérifier, de contrôler, je vais y aller, je ne vais pas y aller. En fait, on a des allers-retours permanents et qui parfois peuvent mener à de l'épuisement.
souvent l'épuisement, ça peut être, on peut tourner au burn-out, on peut tourner à des choses comme ça parce que le doute nous oppresse entièrement. Alors, justement, moi j'ai une question à poser du coup à vous, hein, les participants, mais aussi à Enzo. Qu'est-ce qui se passe en fait pour vous quand vous doutez? Et finalement, comment ces doutes, comment ça impacte vos décisions? Qu'est-ce que ça implique dans vos décisions? Enzo, je te pose la question justement sur qu'est-ce que ça impacte pour toi et qu'est-ce qui se passe réellement quand tu doutes? Déjà, moi, j'ai composé ça en deux parties, déjà sur le terrain et à côté du terrain. Sur le terrain, je dirais, quand tu doutes, tu te poses 1000 questions, tu joues plus à l'instinct, tu réfléchis énormément, tu remets en question tes choix. Et du coup, bah, tu perds un temps fou sur tes prises de décision, sur tes choix. Et même quand tu es sur le terrain, quand tu joues avec tes adversaires, les adversaires le sentent aussi. Donc, c'est un impact énorme sur tes performances. Et au-delà de ça, je veux dire, sur le côté, sur ta motivation aussi. Parce que quand tu doutes, tu es moins sûr, tu es beaucoup plus. Tu es un peu sur la défensive. Du coup, tu as peur de te montrer. Et du coup, sur ta motivation, quand tu vas t'entraîner, tu te dis, j'ai pas envie d'y aller parce que j'ai peur de me montrer, comme je suis pas bien. Du coup, ça, c'est aussi un frein. Mais aussi ce doute-là, bah, c'est sûr qu'il te permet aussi de te remettre en question, mais pas trop non plus. Comme je suis quelqu'un qui analyse beaucoup, qui est beaucoup dans l'analyse, ça a double tranchant. Ça me permet moi, en plus, j'ai une position sur le terrain où je dois analyser et intellectualiser un peu le jeu de mon équipe. Donc, c'est très bon, ce doute-là. Mais dans l'autre cas, ça peut me brider aussi, parce que ça me restreint un peu des fois, un peu sur la défensive. Voilà. D'accord, super. Merci pour ton retour. Justement, on en vient un peu de fun. Hein. On a, pour illustrer un peu le témoignage d'Enzo sur ce paradoxe de l'âne de Buridan. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais en fait, c'est quelque chose qui est assez amusant parce qu'en fait, ça relate la mort d'un âne, finalement, qui se laisse mourir de faim et de soif, faute de choisir par quoi commencer, boire ou manger. Et en fait, ce paradoxe, il a été mis en avant justement sur le fait de ne pas être capable, dans le doute, de choisir de faire telle ou telle chose. Justement, le doute, il peut nous paralyser, il peut nous envahir, et c'est souvent lié finalement, vous le voyez sur la pyramide, sur à la fois un manque de confiance en soi. Donc, est-ce que je vais être capable de faire les choses? Donc, le doute alimente ça. Le doute va alimenter le fait va alimenter notre capacité en fait à agir, en fait, à être capable de faire les choses. Et le doute, si on doute de ses compétences aussi, c'est également dû à une estime de soi qui est dégradée. Qui est dégradée dans le sens où le doute va nous faire dire je suis nul, je ne vais pas y arriver, je ne suis pas capable de le faire, etc. Donc, ça va alimenter toute cette énergie-là. Et finalement, le seul mauvais choix, en fait, quand on doute, le seul mauvais choix, c'est l'absence de choix. C'est le fait de ne pas agir et de ne pas avoir le choix d'agir. Et l'unique mauvaise décision, finalement, c'est l'absence de décision. Donc, le doute expose un peu ça. Donc, finalement, quand on compare, les sportifs, les entraîneurs, etc., de haut niveau, ce sont des êtres humains comme tout le monde. Ils ont des capacités, des habiletés parfois spéciales. Ils travaillent souvent avec acharnement, ils se dépassent, mais malgré tout, comme tout le monde, ils ont des périodes de vie où, avec ou sans raison, il y a le doute qui s'installe, les résultats ne sont pas là et le doute s'installe. Donc, souvent, la trajectoire d'un sportif, il est finalement souvent caractérisé par des moments de ras-le-bol, de démoralisation. C'est un peu ce qu'Enzo a évoqué. Ces sentiments négatifs, en fait, ils font partie du vécu. Et tout comme les attitudes positives, souvent quand on parle d'attitudes positives dans le sport, on va avoir la rage de vaincre, on a une focalisation sur les objectifs, on doit gagner le match, on doit aller chercher une grosse victoire importante, un derby, etc. Et finalement, entre cette partie de réalisme et cette partie de capacité de résilience, donc de faire face aux sentiments négatifs, finalement, la plupart du temps, les individus, en tout cas les sportifs, les entraîneurs, arrivent à intégrer cette force et ses limites. Et en fait, ils arrivent à s'entourer malgré tout de personnes
qui vont justement leur faire aller au-delà de la performance sportive. C'est un peu ce que relatait aussi tout à l'heure Cyril, dans le fait de se dire, voilà, j'ai été impuissant et sur le moment, je ne savais pas quoi faire. Je suis allé voir donc, du coup, d'autres collègues pour essayer de m'aider, pour essayer de m'accompagner, pour essayer de, voilà, de travailler un peu ça. Du coup, j'ai une question pour vous, participants, encore une fois, et pour Enzo. Comment est-ce que tu peux nous partager, en fait, Enzo, comment, au niveau de la confiance, puisqu'on a parlé de la confiance et de l'estime, comment ça s'est construit en toi, puisque voilà, tu es parti jeune en centre de formation, tu as eu voilà, une éducation, etc. Tu t'es retrouvé un peu autonome, en tout cas un peu plus seul, plus jeune, en tout cas au centre de formation, etc. Et du coup, ça, comment tu le gères aujourd'hui en termes de confiance et en termes d'estime? Ouais, comme tu as dit, c'est vrai que je suis parti tôt de chez moi. Je me suis confronté vite à la concurrence et il y a toutes ces choses-là dans un milieu sportif où voilà, voilà, faut performer très vite et très tôt. Du coup, voilà, pour moi, mes mécanismes, on va dire, pour avoir cette confiance-là étant jeune, c'était plutôt me rassurer dans le sens où je travaille plus que les autres. Voilà, je fais plus que les autres. Alors, ça part d'un super bon sentiment. Après, il faut que ce travail-là soit efficient. Donc, tu vois, au fur et à mesure des années, bah, tu calibres un peu tout ça. Il faut travailler intelligemment, enfin, pour ma part, et plus que les autres surtout. Voilà, c'était un peu ce sentiment-là, surtout dans cette période-là de ma vie où il fallait chercher le contrat professionnel, il fallait atteindre cet objectif-là parce que tous les gens autour de toi, bah, ils cherchaient la même chose. Donc ce sentiment-là me permettait voilà, d'être plus sûr de moi, de pouvoir aussi être sûr de ce que je valais aussi. Et je te dirais qu'aujourd'hui, aujourd'hui, ça se concrétise plutôt sur le fait d'avoir des objectifs. Pas avoir des objectifs dingues, mais voilà, des objectifs plutôt à moyen court terme. Et surtout par le passage à la prise de risque. Et tout ça, on va dire, me nourrit au jour le jour pour pouvoir me sentir bien, en confiance et savoir surtout que je progresse. Voilà. Super. Alors Gérard, je te laisse la suite. Alors, oui, ben pour la suite, donc du coup, la petite citation de Russell qui nous dit que la cause fondamentale des problèmes dans le monde moderne aujourd'hui, c'est que les imbéciles sont arrogants, disent des choses, alors que les personnes intelligentes sont pleines de doutes. Dans le prolongement de cet élément-là, et puis pour revenir un petit peu sur ce que Sébastien nous disait tout à l'heure, effectivement, le doute a d'un côté un facteur de nous galvaniser, de nous transcender, de nous amener dans quelque chose de plus, comme Enzo le disait, pour travailler plus, mais souvent il mène à l'inaction. Et donc, en fait, je vous propose de regarder qu'il y a au moins deux aspects dans le doute. Il y a un premier aspect qui est sur la nature de notre projet, ce que l'on veut mettre en place, et à ce moment-là, ça nous amène à envisager des aspects de cohérence du projet, de pertinence, de faisabilité, d'auto-évaluation de notre capacité à mener ce projet à bien, de notre relation avec ce projet qui peut nous amener, si on doute de trop, à ajuster ce projet, qui est plutôt une bonne chose. Le deuxième type de doute, c'est sur notre aptitude à mener le projet. C'est sur, en quelque sorte, notre impression d'être capable ou pas capable de mener ce projet à bout, notamment quand il est sur du long terme et lorsqu'on prépare une compétition sur une Olympiade, qu'on a énormément de temps, en fait, on a beaucoup de temps et il est souvent intéressant de résumer avec des objectifs intermédiaires et de travailler sur des objectifs intermédiaires. Le doute nous amène un cortège d'émotions, de sentiments. En fait, c'est comme un signal d'alarme, comme une alerte. Ça nous amène en fait finalement à nous rendre compte qu'il y a des choses qui nous manquent sur notre capacité à nous mettre dans un état de bien-être et notre capacité à nous mettre en action. La plupart du temps, nous avons tendance à réagir un petit peu de la même façon, et donc on sera intéressé sur votre façon de réagir, qui consiste à mettre les sentiments au placard en disant « ça va bien passer quand même ».
et d'ignorer ces éléments d'alerte qui peuvent nous amener à avoir plus de vigilance. En fait, les besoins, on les a vus avec la pyramide que Sébastien nous a montré tout à l'heure, nous amènent en fait finalement à juger de est-ce que ce projet est viable, est-ce qu'il me met en situation de réussite ou est-ce qu'il me met en situation de tension avec un risque d'échec. Une autre chose, c'est que en coaching, on travaille beaucoup sur nos valeurs, tout simplement pour amener les personnes qui travaillent avec nous à leur motivation intrinsèque, intérieure, les bonnes raisons qui amènent nos clients à penser leur capacité de se mettre en projet et de se déplacer. Ça nous amène à nous questionner sur le sens, sur le cœur, le sens de notre projet, hein, autant dans la vie sportive que personnelle, que professionnelle pour ceux qui sont en entreprise. Et ça favorise les actions fluides et ça favorise également l'accès au plaisir. On pourrait dire que le doute, c'est un état dans lequel on hésite, que cette hésitation nous rend difficile la décision, qu'on tergiverse, on ne décide plus. Et l'une des choses paradoxales, c'est que justement, on va avoir besoin, alors que le sentiment de sécurité nous amène à être figé, on va avoir besoin de passer à l'action et de revoir un petit peu quelque chose qui pourrait nous frustrer si on n'y va pas, qui est de repenser le statut que l'on apporte à l'erreur, le statut où on veut éviter l'échec, on veut éviter la non-sélection, on veut éviter la perte du match. Et comme on est dans une conception négative de l'erreur, on évite les situations d'apprentissage et on réduit notre potentiel de progression. Justement, j'avais pareil pour les participants et pour Enzo. Comment tu gères tes émotions, Enzo, et comment vous gérez vos émotions, vos sentiments quand vous doutez? Et finalement, comment, en situation d'échec, comment vous gérez l'impact justement de cet échec? Comment vous le percevez? Alors, ouais, les émotions, alors c'est sûr que quand tu doutes, tu as la peur de mal faire, tu as la peur de faire le mauvais choix. Et aussi, tu as la peur de, comme tu sais que tu n'es pas en confiance, tu as la peur de te montrer. Donc, en fait, moi, ça se concrétise sur le terrain, tu fais des choix un peu plus sécures, c'est pas forcément très productif, mais tu essaies de te cacher, tu n'as pas envie de te montrer parce que tu ne te sens pas bien. Du coup, si tu as la balle, tu peux perdre un peu la balle, tu peux perdre un peu le fil. Et du coup, c'est vrai qu'il se concrétise comme ça. Après, on a la chance au foot. C'est par exemple, tu fais une mauvaise action, tu as un échec, tu peux vite réagir. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est les 4 F. Donc, tu as le fix, forget, focus. Tu réagis tout de suite. Et ça, c'est les moyens aussi qui permettent un peu de revenir dans l'action, dans le mouvement, et pour ne pas perdre un peu le fil. Mais je vais prendre aussi un peu plus large. C'est sûr que quand tu as un échec, je vais vous partager aussi un match qui s'était passé il y a 2 ans où on jouait à domicile dans un stade plein et puis c'était mon public et on me perd 1-0 et je sors au bout de 10 minutes après la seconde période. Je me fais siffler par mes propres supporters. Du coup, je n'avais pas fait un match exceptionnel. Du coup, c'est sûr que la semaine après, c'était très compliqué. Tu es dans le trou. Tu penses beaucoup. En plus, avec le coach, ça ne se passait pas forcément bien. Du coup, c'était des moments compliqués. Puis après tu sais, tu reprends un peu tes esprits, tu regardes un peu, tu analyses un peu tout ça. Et puis, tu prends une analyse froide de tes performances. Et puis après, ça te donne aussi un élan un peu plus. Voilà, ça te dit, OK, tu n'es pas dans une bonne période, tu doutes. Il s'est passé ça. Mais voilà, ce n'est pas pour autant qu'il faut s'arrêter, parce que si tu t'arrêtes, tu es mort. Donc, du coup, il faut que tu continues. Et ça te donne en plus une force. Voilà, ça te donne un peu un sursaut d'orgueil de passer à l'action, justement. Soit tu restes et tu es inactif, soit tu passes à l'action et tu veux que les choses changent. Donc oui, il y a de la peur de rater, il y a de la peur de se montrer, mais au final, après, si tu surpasses cette peur-là, pour moi, en tout cas, c'est des boosts qui me font avancer.
D'accord, donc on pourrait dire que l'émotion principale pour toi, c'est la peur, c'est cette peur en fait C'est ça. qui te gêne, quoi. En tout cas, que tu arrives à gérer maintenant, mais qui peut te bloquer à un moment donné. C'est ça, exactement. Peur de, quand je doute, c'est surtout la peur de, voilà, de tenter, de me montrer, quoi. Voilà, c'est pour pénaliser mon équipe. C'est surtout ça. D'accord. Ouais. Merci Enzo. Gérard. J'étais en sourdine, excusez-moi. Et donc, en fait, c'est très bien, Exo, ça nous permet de voir que une des choses importantes, c'est l'acceptation de nos doutes. Le fait de juger que ces doutes contribuent à notre performance en nous disant que c'est normal de douter. On doute plus à certains moments, mais ça fait partie de notre gestion de notre apprentissage, de l'échec, de l'impact de notre échec. Donc, cette normalisation du doute pourrait même nous amener en fait à souhaiter aller un petit peu plus souvent voir et visiter ce doute pour le regarder en face. Ça nous amène à nous rendre compte que sans doute, il y a quelque chose de proportionnel en fonction du niveau de jeu, d'avoir traversé plusieurs fois, voire souvent, voire à chaque fois, ces phénomènes de doute qui précèdent l'action, qui précèdent la performance. D'accepter également que l'on soit imparfait, qu'on veuille donner le meilleur de soi-même, d'identifier et de s'efforcer de corriger les approximations pour avoir toujours quelque chose qui se régule, de vaincre le doute, finalement, correspond à quelque chose qui serait de l'ordre de l'acceptation de soi, de son imperfection ou de son humanité. Il faut être capable de s'aimer tel que l'on est. C'est souvent un des chantiers sur lequel travaille le coach professionnel, d'être capable de reconnaître ses forces, de reconnaître ses faiblesses et d'avancer pour pouvoir affronter ces périodes de doute ou traverser ces périodes de doute. Un petit peu à l'image de cette image de Michael Jordan qui est encensé pour ses réussites de shoot au buzzer, mais qui pour autant a raté énormément de shoots dans sa carrière, lui permettant de traverser ces moments de doute et d'avoir un niveau de confiance au moment où il doit marquer le dernier panier. Justement, j'ai une question pour toi, Cyril, et pour vous, les participants, hein. Est-ce que tu peux un peu nous partager la manière dont, justement, par rapport à ces doutes, comment tu as pu à un moment donné les accepter et nous donner un peu ton retour d'expérience et qu'est-ce qui s'est passé en toi, en fait? Le doute fait partie du quotidien, enfin, pour moi, fait partie de mon quotidien. C'est-à-dire que le doute va mener mes réflexions. Il me pose devant des choix. Si à un moment donné, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas de choix. La seule chose, faut être capable d'apporter ses réponses. Le jour où on ne peut plus apporter de réponse, là, pour le coup, on est en très, très grosse difficulté. Donc, moi, le doute, je l'ai accepté et j'essaie de le cantonner dans un coin qui fait partie des choses que je dirais que dans mon modèle de performance, je ne peux pas forcément contrôler. Donc, il y a la partie match que je vais préparer. Donc, quand je prépare, je me questionne. Il y a la stratégie à mettre en place, il y a le cadre, il y a les choix des joueuses qu'on va mettre sur le terrain. Le tout, c'est d'être conforme et en cohérence avec soi-même, ce qui permet d'expliquer ses choix. Même si on a géré cette certitude, il peut y avoir plein de facteurs qui interviennent, mais on essaye de garder cette cohérence, ce cadre, ce qui fait que le doute, tant qu'on le laisse là, on le vit bien. Et après, on va douter du résultat parce qu'il y a plein de facteurs qui vont intervenir. La méforme d'une joueuse à un moment T parce qu'elle n'a pas passé une bonne nuit, la météo, une décision d'arbitre qui peut nous sortir du match, le contexte général. Et ça, ce sont des éléments qu'on ne maîtrise pas forcément et il faut l'accepter. Et moi, je sais que du coup, aujourd'hui, mes doutes, je les régule mieux de cette façon-là parce qu'au moment où j'ai accepté qu'il y a des choses que je ne pourrais pas maîtriser. Malgré tout le travail, malgré toute la réflexion, malgré tout ce que je peux mettre derrière. Et après, il y a des paradoxes. Je vais vous dire une petite anecdote, c'est que la saison passée, avec les filles, on n'a gagné aucun match. On a fait une saison, aucune victoire, que des défaites. On est redescendu. Cette année, on a 0 défaite, que des victoires, avec le même groupe. Et là, on joue une demi-finale dimanche. Et j'ai presque plus de doutes et d'incertitudes, et je me pose presque plus de questions pour dimanche que ce que je m'en posais la saison dernière. Parce que là, on a une obligation de résultat du fait de notre posture à la fin de la saison. Alors que l'année dernière, c'était beaucoup plus facile à aborder, on ne nous attendait pas. Et ça aussi, il faut être capable de l'accepter, tous ces changements de statut, de favoris, de non-favoris. La seule chose, et là, c'est par rapport à Enzo. Ça a figé.
On l'a perdu. On peut attendre une petite seconde que Cyril nous revienne. Oui, Voilà. c'est bon. Ouais. Ah, Oui. on t'a perdu à un moment Oui, donné. donc, je disais juste par rapport à Enzo, c'est-à-dire que moi, mon rôle d'entraîneur, c'est de protéger les filles. Lorsqu'il y a des moments de doute pour elles, je les déconnecte du résultat pour les connecter sur le geste en tant que tel et le travail, pour qu'elles puissent se mettre sur quelque chose qui est évaluable immédiatement. Lorsqu'on est dans une période où tout fonctionne bien, on va pouvoir être plus exigeant sur le résultat, puisque cette forme d'euphorie, on va pouvoir évaluer entre guillemets en comptant les points. Donc, quand tout va bien, on va travailler sur le fait de compter les points et la réussite. Quand c'est un peu plus compliqué, mon rôle est de, elles, les protéger. Et moi, déjà, moi, en ne montrant pas mes propres doutes et mes propres incertitudes, en arrivant en plein de conviction, et surtout en les rattachant au geste, à quelque chose qu'elles peuvent maîtriser. D'accord. Donc, des choses un peu plus concrètes qu'elles peuvent justement matérialiser finalement pour essayer de sortir rapidement de ce doute. Tout à fait, c'est se déconnecter un peu du résultat en expliquant que le résultat sera la conséquence du geste. Donc, on se centre sur le geste, on vient sur des choses plus rationnelles en fait, pour éviter que l'esprit perturbe et le côté mental perturbe un petit peu trop la résultation. C'est une bonne transition, hein, Gérard. Expert également d'Action Type. Ton son, Gérard. Ouais, on apprécie également cette approche tous les deux pour en être certifiés. Je voulais vous faire part d'une expérimentation. J'ai eu l'occasion de travailler avec un sportif qui doutait beaucoup et qui était en perte de confiance en lui. Et donc, on a un test que l'on utilise avec Sébastien qui consiste à tester est-ce que les gens marchent par le haut du corps ou par le bas du corps. C'est ce que l'approche Action Type met en évidence. Ce sont d'autres préférences motrices comme le fait d'être droitier pour prendre le crayon avec la main droite ou gaucher. Ces préférences droitier-gaucher sont assez stables, les préférences motrices le sont un petit peu moins, mais prédéterminent comment je fais fonctionner mon corps quand je veux être efficace. Et par exemple, certains d'entre nous sont meilleurs avec le poids du corps un petit peu sur le talon, on dit qu'ils marchent par le bas du corps, d'autres sont meilleurs avec le poids du corps vers l'avant des pieds, on dit qu'ils marchent par le haut du corps. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on teste physiquement un sportif qui manque de confiance en lui, on lui appuie un petit peu sur l'épaule pour faire ses tests de motricité et on se rend compte que sa préférence change. C'est un peu comme, alors qu'il est droitier dans la vie de tous les jours, il devient gaucher. Et donc, effectivement, il peut peut-être quand même taper dans le ballon ou faire des passes de rugby, mais sans doute que ça va être un petit peu plus difficile. Je me suis surpris à jouer un petit peu comme Enzo me disait, je travaille plus que les autres. Donc, à ce moment-là, je demande à Enzo de travailler plus que les autres. Et qu'est-ce qu'il en ressort? Il en ressort que sa motricité s'inverse également. Et puis, si un autre joueur était peu investi dans le projet collectif et qui travaille peut-être à 80%, sa motricité s'inverse. La possibilité est assez surprenante, c'est lorsqu'on pose la question au corps, sous-entendu à une partie moins consciente de la personne, si on pose la question est-ce que le corps a confiance, eh ben, le corps a toujours confiance et à ce moment-là, on retrouve la personne droitière si sa préférence est droitière. Ça veut dire que, en fait, notre mode de fonctionnement est dans l'acceptation de qui on est dans son intégralité. Et quand on se met trop de pression ou pas assez de pression, on sort de notre zone de performance. Et donc, du coup, de s'autoriser à avoir du doute pourrait être la meilleure chance de performer plutôt que de s'interdire de douter ou s'interdire la possibilité d'échec. Et je crois que vous trouvez dans la chatbox, Caroline nous a fait le lien avec cette approche Action Type si éventuellement vous vouliez en savoir plus. Et donc, une nouvelle photo pour illustrer quelque chose, la suite de notre propos, qui est de dire, mais OK, c'est bien, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait en coaching sur ces questions de doute? Eh bien, on les accompagne. Ça veut dire qu'on va participer à parler de ce doute, regarder comment il s'exprime corporellement, comment il s'exprime émotionnellement, pour contribuer à en parler, à normaliser des choses, à faire en sorte qu'on puisse lever les doutes. Comment? En préparant l'action. Puisqu'on a vu tout à l'heure qu'une partie de la difficulté liée au doute était l'inaction. Donc, on va préparer l'action, ce qui veut dire se mettre en mode projet, anticiper l'étape d'après, anticiper le pas d'après, la prochaine action, et revenir sur être focus sur qu'est-ce que l'on doit faire, qu'est-ce qu'on veut réaliser.
Et si on fait ça, on rentre dans ce qu'on appelle le flow, la fluidité, où on se rapproche de cette fluidité. Sachant que dès qu'on revient dans le doute et qu'on y accorde de l'attention, on sort de notre zone de performance. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en coaching? On va établir des objectifs, on va établir des sous-objectifs, on va dealer entre les motivations que l'on a, les motifs d'action qui nous permettent de nous mettre en mode projet et nos capacités, nos ressources. On se rend compte quand on travaille avec les sportifs qu'ils ont des ressources énormes, mais que des fois, ils n'ont pas accès à ces ressources parce qu'ils sont trop dans le mental. Qu'est-ce qu'on va faire également? On va observer quand on se pose trop de questions pour choisir d'arrêter ce dialogue interne et de revenir sur l'action, pour pouvoir avoir un programme d'entraînement qui fasse qu'on passe à l'action, pour pouvoir savoir quelles sont les actions qu'on va enchaîner sur le terrain quand on sera en production de performance. Et donc, quand le coaching approche ou quand on se prépare et qu'on se rapproche de l'échéance, c'est là qu'éventuellement le coaching professionnel peut nous permettre d'être focus sur l'action, comme nous le disait Enzo tout à l'heure. Durant la compétition, on sait que ça va être normal d'avoir des moments de doute, mais ces moments de doute sont juste le signal qu'il faut que je me refocalise sur les prochaines actions que je dois mettre en jeu. Et donc, du coup, ce serait dommage de se blâmer, de se reprocher, mais c'est juste une information qui me dit peut-être que je suis sorti de ma zone de performance idéale. Et donc, ça nous permet, dans l'idéal, d'effacer le doute de notre esprit et d'être complètement disponible pour l'action d'après. Chaque objectif nous permet donc d'atteindre et de renforcer notre sentiment de confiance en soi, nous permettre d'être focus sur la réalisation, nous donne de l'assurance et dissipe le doute. C'est un peu comme si on faisait une dilution en chimie. Le doute se dissout tranquillement et c'est un cercle vertueux qui s'alimente, qui s'auto-alimente. Et donc, l'un des objectifs du coach professionnel, ce sera d'orienter vers cette observation d'une méthode des petits pas, une méthode de win-win-win à chaque fois, avec des petits succès qui permettent d'alimenter la confiance en soi. C'est également intéressant de temps en temps, en off, en dehors des temps de production de performance, de prendre un peu de recul, ce qui permet également d'aller interagir avec son entraîneur, d'aller interagir pour l'entraîneur avec les joueurs sur le vécu, sur ce que l'on a vécu sur le terrain, pour pouvoir le verbaliser, pour pouvoir le normaliser, pour pouvoir travailler, définir les prochaines pistes de travail pour s'améliorer. Donc, l'entraîneur doit être aussi une source de messages positifs. Pour autant, sur les bords de terrain, de temps en temps, on entend des messages négatifs qui ont tendance, par exemple, à rentrer dans une spirale plus vicieuse que vertueuse parce qu'elles amènent l'attention sur ce qui ne va pas. Alors que l'un des avantages d'être sorti du doute pour pouvoir passer à l'action, c'est d'être orienté et focus sur le positif, qui permet de se focaliser sur le concret, le factuel. On pourrait résumer qu'il y a plein de qualités à mettre en jeu pour faire de la performance et que l'une des qualités, ce serait la lucidité par rapport à la relation au doute, à l'erreur, pour pouvoir apprendre tout au long de sa vie, être capable de se connecter sur nos talents naturels, c'est un peu le leitmotiv d'Action Type dont on parlait tout à l'heure, pour se connecter sur nos mécanismes de réussite. Et on pourrait en fait dire que le doute est juste un messager qui, à mon oreille, me dit « passe à l'action ». Okay. Je vais poser la première question à Cyril. Du coup, si par rapport à ce que nous a dit Gérard, toi, quelles sont les deux actions concrètes qui te permettent finalement, avec toute l'expérience que tu as, qui te permet de lever le doute rapidement finalement? Qu'est-ce qui est dans ton habitude en fait pour lever le doute? Ah, tu n'as pas de son. La première, c'est la notion de travail, de préparation qui va me permettre d'anticiper. Voilà, c'est vraiment d'anticiper le futur proche, pas le futur forcément lointain, mais au moins le futur proche. Et c'est par cette notion de travail et de préparation que je vais pouvoir réussir. Et la deuxième, ça va être de me déconnecter du résultat immédiat par les convictions. J'ai des convictions, je pense qu'elles sont bonnes, et du coup,
je vais faire en sorte d'aller au bout de ses convictions en prenant des informations, en écoutant et en me déconnectant du résultat immédiat. Ce qui me nourrit, en fait, mon vrai retour, ce qui me nourrit, c'est le comportement des joueuses. La notion de plaisir est essentielle, moi, comme retour. C'est-à-dire que le plaisir des joueuses est mon retour et c'est mon alimentation en tant qu'entraîneur. Si je vois qu'il y a des sourires, si ça prend plaisir, ça veut dire que je suis dans le vrai et donc mes doutes se lèvent. Si après une séance, je vois les joueuses qui partent agacées, c'est pas bien passé, etc., c'est que je me suis trompé sur cette séance. Ce n'est pas de leur fait, c'est que moi, je me suis trompé sur cette séance. Pas forcément dans la préparation, mais peut-être dans l'analyse de l'état dans lequel elles sont arrivées à l'entraînement, parce qu'elles ne sont pas professionnelles. Du coup, elles ont 6 ou 7 séances par semaine sans être professionnelles, ce qui fait que l'impact du quotidien est très, très important. Et le fait de prendre immédiatement en compte ça me permet très vite de lever les doutes, justement, de ne pas en accumuler, de ne pas dire elles m'agacent, elles ne sont pas bien, elles sont nulles, elles n'étaient pas prêtes, elles n'étaient pas concentrées, et d'aller dedans toute la semaine. C'est-à-dire que moi, c'est vraiment le plaisir des joueuses qui va alimenter et nourrir ma réflexion et guider mes choix. Donc, voilà, et je fais en sorte que cette notion de plaisir existe tout le temps et cela à chaque séance dès que possible. Super, merci. N'hésitez pas, les participants, à mettre aussi, vous, vos premières actions, en tout cas les 2 premières actions que vous pourriez mettre en place justement pour lever vos doutes. Et du coup, j'enchaîne avec une question pour Enzo. Donc, bon, Enzo, j'ai la chance de l'accompagner de manière globale en coaching professionnel et aussi en préparation mentale, mais essentiellement en coaching professionnel. Et du coup, Enzo, est-ce que tu peux finalement nous expliquer les bénéfices du fait d'être accompagné par un coach professionnel dans cette notion parfois qui pouvait te bloquer dans tes actions et maintenant qui te permettent de passer à l'action? Alors, ouais, c'est vrai, comme tu as dit, ça fait quoi, depuis 1 an, on travaille ensemble, presque 1 an. Ouais. Moi, je pense que le problème que j'avais, c'était, comme a dit Gérard, c'était surtout la notion d'objectif. Objectif de résultat, objectif de moyens. Voilà, plutôt séquencer un peu tout ça, et même pour la confiance en soi. Quand tu réalises des petits objectifs dans ta journée, au fur et à mesure des entraînements, tu te sens mieux, tu te sens valorisé. Et c'est vrai, le fait de séquencer un peu ces objectifs entre objectif de résultat, objectif de moyens, et après, c'est comme si tu avais la route tracée, quoi. Tu sais où aller. Tu as un objectif clair, tu sais comment il faut le faire, et après, tu passes à l'action. Donc, c'est vrai que quand tu as des moments de doute, tu te refocalises sur ça. Ça te permet d'avoir un cadre pour pouvoir progresser surtout. Et ça revient sur la notion de plaisir. Tu progresses, donc du coup, tu te sens valorisé, donc du coup, tu prends du plaisir. Et surtout, voilà, surtout après, c'est surtout la connaissance de soi. J'ai la chance d'être avec toi, donc c'est surtout le fait d'échanger sur la prépa mentale, c'est la connaissance de moi-même, mes mécanismes, et voilà, c'est un très bon développement. Super, merci. Alors, on arrive tout doucement vers la fin, il reste une dizaine, quinzaine de minutes. L'idée, c'est que vous puissiez nous proposer en fait des thématiques sur des prochains webinaires. On organise régulièrement, comme l'a dit Caroline en début, que vous puissiez nous proposer, n'hésitez pas dans la chatbox, de thématiques de prochains webinaires que vous voudriez qu'on prépare pour vous. Parce que, en tout cas, là, je remercie d'ores et déjà Gérard, Caroline, Johan et tous ceux qui n'ont pas pu être disponibles ce soir du comité sport et coaching pour la préparation de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à partager vos propositions de thématiques, sachant que là, vous aurez le replay finalement. Vous aurez le replay à la suite du webinaire. Vous le savez, on a à cœur de vous partager des expériences, d'essayer justement d'avoir ces regards croisés entre un coach professionnel, des sportifs de haut niveau, des entraîneurs, etc. Donc, n'hésitez pas à faire part aussi de votre satisfaction de ce webinaire. Et on a toujours à cœur de s'améliorer dans l'animation, dans la préparation, dans le format, etc. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce qui
ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu. Et là, on pourrait, encore une fois, nous s'améliorer. Et c'est dans le cadre aussi de la formation continue et de notre propre accompagnement continu en tant que coach et de préparateur et d'animateur de ces webinaires. Caroline, je te laisse la suite. Alors, merci Sébastien, merci à vous tous. Nous espérons que ce webinaire vous a plu. En tous les cas, moi, l'entraîneur et la compétitrice que je suis, j'ai beaucoup apprécié, je pense que d'autres entraîneurs et sportifs qui sont parmi nous ont beaucoup apprécié vos témoignages. Et merci à vous deux, parce que c'était des témoignages assez précieux. Merci aussi d'avoir posé votre casquette et d'avoir l'humilité d'échanger, parce que ce n'est pas forcément évident de s'exposer. Donc, bravo à vous deux. On espère que pour vous tous, ça vous a apporté un certain éclairage. Le coaching que fait Sébastien, c'est des coachings que nous proposons, bien sûr, au monde du sport. Et je tiens aussi à remercier chaleureusement donc Cyril et Enzo pour votre témoignage. Bien sûr, nos deux acolytes, Gégé et Sébastien. Bien évidemment, je remercie tout le monde pour votre participation dans le chat. On a de précieux données. Ça serait sympa aussi de nous mettre un mot de fin. Comme on dit, nous, quand on fait des réunions, on se réunit tous les mois pour justement travailler sur les futurs webinaires, pour proposer aussi des articles. Donc, n'hésitez pas à nous dire un mot de fin, juste avec quoi vous repartez ce soir. Et nous allons bien sûr vous proposer le replay très prochainement. Je vous ai mis le lien du replay précédent. Donc ICF a une chaîne YouTube, donc n'hésitez pas non plus à aller, parce qu'il n'y a pas que le comité sport chez ICF, il y a plein d'autres comités. Je voulais aussi profiter de ce webinaire pour vous indiquer qu'avec la Coaching Week, c'est quoi? C'est proposer du coaching, montrer ce que nous faisons à des gens qui n'ont pas forcément l'habitude ou qui ont des craintes aussi sur l'accompagnement. Donc, n'hésitez pas. Nous proposons des flash coaching. Donc, c'est du coaching offert par le comité qui dure 30 à 1 heure. Donc, il y a Gérard qui se propose, Sébastien, Joanne, Emmanuel, Franck, Hélène et moi-même. Et je crois que j'oublie personne, bien sûr. Si vous êtes intéressé pour intégrer le comité sport, ça serait avec plaisir. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Bien évidemment, le minimum, c'est d'être coach certifié ACC et d'avoir bien sûr un pied dans le monde du sport, que ce soit ancien sportif, entraîneur, coach sportif, etc. ou cadre, arbitre, je ne vais pas oublier. Voilà. Dans le chat depuis le début, donc il y a beaucoup de personnes qui ont partagé le focus, le lâcher prise, la remise en question, l'acceptation de soi, accepter ses vulnérabilités, etc. Donc, effectivement, ça, c'est toutes des choses qui sont hyper intéressantes à approfondir et c'est super. Cyril et Enzo, vous repartez avec quoi, vous, ce soir? Moi, c'était une première expérience très enrichissante, très enrichissante sous ce format-là, puisque d'habitude, mes interventions se faisaient en présentiel avec une interaction immédiate. Et j'ai beaucoup apprécié. Donc, déjà, merci pour l'invitation, parce que j'ai vraiment apprécié l'exercice. Et après, voilà, moi, c'est vraiment une chose que pour résumer par rapport au doute, c'est qu'il fait partie de notre action, il fait partie de l'action sportive. Et il faut l'apprivoiser. Je pense qu'il ne faut pas essayer de lutter contre, il ne faut pas essayer de... faut l'apprivoiser. C'est comme le stress, c'est comme ces émotions qui font partie des choses qui nous permettent aussi d'avancer. Il ne faut juste pas se laisser submerger. Et avec l'expérience, on arrive à trouver, à réguler, à trouver des petites astuces et des petites choses qui nous permettent de bien le vivre. Ouais. Enzo? Moi, merci déjà à vous pour nous avoir invités. Et puis, c'était très enrichissant. Et puis, voilà, comme a dit Cyril, le doute, il faut l'apprivoiser. On est tous touchés par ça, touchés. On a tous du doute, même les plus grands champions. Donc ça peut être une arme comme une faiblesse. Donc voilà, faut savoir comment le manager. Et je pense que c'est surtout par la connaissance de soi-même. Et puis ouais, franchement, merci encore à vous. Et puis c'était très, très bien présenté. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Le mot de la fin, en tous les cas, moi, je vous souhaite une belle soirée. Je vais laisser aussi Gérard
et Sébastien dire ce qu'ils en ont pensé de cette soirée, les animateurs. Vas-y Gérard, je t'en prie. Donc, merci également des mots que vous avez mis dans le chat qui nous font plaisir, qui nous donnent des idées pour la suite. Très content d'avoir échangé avec Cyril et Enzo autour de leur pratique pour que les choses soient concrètes, que ce ne soit pas de la théorie, puisque on souhaite que ce soit le plus participatif possible. Pour autant, le format, vous l'avez compris, nous amène à préférer l'échange via le chat. Et on prendra en compte les différentes remarques que vous nous avez faites pour progresser pour les prochaines fois. Donc, cool. Et puis, un grand plaisir de bosser avec les copains du comité pour préparer ce webinaire. Et puis, à très vite pour un autre webinaire dans la suite. Merci à vous, merci à tous les participants, merci Enzo, Cyril. Effectivement, on a travaillé sur ce webinaire. C'est la première fois qu'on sollicitait un peu les participants, malgré tout, sur les mêmes questions que les invités. Donc, c'est toujours intéressant aussi d'avoir le retour. Et c'est vrai que c'est un format que nous, on aime bien faire, puisque ça permet de partager, d'avoir vraiment des choses concrètes issues du terrain. Effectivement, comme disait Gérard, pas que de la théorie, pas que des apports théoriques. Et c'est bien d'avoir le retour croisé entre des professionnels de terrain, des sportifs de haut niveau, et des coachs professionnels qui, au quotidien, interviennent à la fois dans le sport, dans l'entreprise, pour de l'individuel, pour du collectif. Et c'est là où c'est super intéressant justement de pouvoir aussi prendre différentes approches et différentes actions au travers ces témoignages. Voilà. Merci à vous tous et toutes. Super. Et puis, n'hésitez pas non plus à nous suivre sur LinkedIn. N'hésitez surtout pas. On vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous et restez en forme. Au revoir. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Salut.